Messieurs, dames, bonjour. Je vais tout de suite démarrer, je suis déjà en retard pour laisser intervenir notre invité prestigieux de la journée. Avant d'attaquer ma partie, je vais laisser parler notre délégué général national, ici présent, Bertrand Sablier, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ils ont perdu quelque chose, donc j'espère que vous serez heureux de l'entendre. Bertrand Sablier, c'est un monument de la Fédération du bâtiment. Vous êtes d'accord avec moi, Jacques, incontournable, indéboulonnable, unique. Un délégué général à discours efficace et percutant, qui a largement participé, en tout cas pour moi, à confirmer mon engagement si c'était nécessaire, au travers de ses discours. Je crois que tu es né en janvier 53, n'est-ce pas? Je n'ai pas trahi tous les secrets, que tu es père de 4 enfants. Tu es docteur d'État en droit. Je ne vais pas citer tous tes mandats, parce qu'il y en a quand même une liste assez longue, et je ne voudrais pas endormir nos invités. Mais tu es entré à la FFB, si mes chiffres sont bons, en 73, comme chargé d'études, nommé directeur général adjoint en 85 et délégué général depuis 89 de la Fédération nationale du bâtiment, devenue en 98 la Fédération française du bâtiment. Je vais arrêter là parce que son pédigré est quand même un peu long. Je vais lui laisser la parole. Bertrand, je te laisse la place. Merci Delphine. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais changer un peu de thème et de discours. Je vais vous parler du monde patronal. Alors j'ai préparé ma réunion puisque ce matin, nous avions à la FFB une manifestation de nos amis de la CGT qui nous ont occupés le 24 avril 2014. Ils ont tout cochonné, tout salopé. Ils ont participé à la reprise économique puisqu'il a fallu 70 000 € de travaux pour réparer leurs dégâts. Mais nous avons porté plainte. Et contre des individus, pas contre l'organisation. Et cette plainte donne lieu à une audience correctionnelle le 2 août. Je ne sais pas pourquoi le 2 août d'ailleurs, parce qu'on doit craindre les manifestations, c'est pas nous qui allons fixer la date. Donc aujourd'hui, ils avaient décidé d'occuper à nouveau la Fédération du bâtiment, probablement pour taguer à nouveau et pour mettre la deuxième couche. On leur a préparé un petit comité d'accueil, c'était assez sympa. Les forces de l'ordre sont venues avec grand plaisir pour la CGT. Nous avions plus de CRS que de CGTistes. Nous avions quelques serbo-croates, 2 maîtres chiens, et ils n'ont pas pu approcher de nos locaux. Pour la première fois en 30 ans, j'ai dû vider. J'ai demandé aux collaborateurs de la FFB, sans aucune fierté, de ne pas venir, parce que je ne veux pas d'incident, j'en ai assez de ces pressions, de ces querelles qui mettent en danger les personnes et les biens. Mais ça m'a permis de préparer mon topo. Ils m'ont rendu un grand service, mais de toute façon on ne lâchera pas. Aujourd'hui on ne va pas porter plainte, ils ont salopé la chaussée, les trottoirs, c'est le domaine public, c'est pas nous. Ils n'ont pas touché à la FFB. Il y a en France plus de 2 millions d'entreprises, plus de 2 millions de PME, qui pour plus de la moitié sont syndiquées. Ce n'est pas le cas des salariés. Il y a 3 interpros que vous connaissez, le MEDEF, la CGPME et l'UPA, et nous sommes, nous, Fédération du bâtiment, adhérents des 2 premières interpros, MEDEF et CGPME. C'est difficile aujourd'hui de savoir ce que pèsent ces organisations professionnelles, d'où la loi sur la représentativité, qui est un monument de bêtises, où on nous demande de répondre dans Lyon au nombre d'adhérents, plus de 10, moins de 10, combien de cadres dans les entreprises, combien de non-cadres, il faut qu'on ventile bâtiment travaux publics, les scopes, enfin, on nous demande des tas de choses pour nous compter. Et derrière cette loi sur la représentativité, il faut le dire clairement, se profile le seul problème de répartition des mandats, c'est important, mais surtout d'abominables problèmes de fric. C'est la répartition de l'argent. Et vous allez voir que la manifestation de ce matin est malheureusement l'illustration de la dégradation du monde syndical. Alors c'était marrant parce que quand à midi ils se sont rendus, d'abord ils avaient faim, puis quand ils se sont rendus compte qu'ils ne rentreraient pas dans la rue parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens en uniforme courageux et déterminés,
Ils ont dit, bon allez, tout le monde s'en va, on va à Bobigny, au tribunal de Bobigny, pour aider nos camarades d'Air France. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des apparatchiks financés pour manifester. Où est l'intérêt des salariés? Où est l'intérêt des professions? Où est l'intérêt économique? Alors la FFB, c'est l'une des plus anciennes organisations professionnelles, puisque nous sommes nés en 1904, c'est une vieille dame qui se porte bien. Il y a en France 800 organisations syndicales patronales, c'est considérable, avec 700 conventions collectives, c'est absurde. Rien que chez nous, dans le bâtiment, il y a 45 conventions collectives, mais on a décidé d'en supprimer à peu près 40, qui sont les conventions départementales, quelquefois régionales, et on va faire en sorte de les fusionner. Alors donc, né en 1904, grâce à 5 régions, Rennes, Lyon, Épinal, Bordeaux, Paris, on s'est créé une énorme fédération, déjà à l'époque, avec 17 000 entreprises. En fait, la Fédération du bâtiment n'était que l'héritière de chambres syndicales qui, quelquefois, avaient déjà une centaine d'années, et puis des bâtisseurs, des compagnons, des guildes, qui réunissaient souvent artisans, commerçants, dans des structures à qui on doit beaucoup aujourd'hui. Ce sont nos valeurs. Dans la veille de la Première Guerre mondiale, notre fédération, qui s'appelle d'ailleurs la FNBTP, nous étions mixtes à l'époque, réussi à affilier quasiment tous les syndicats départementaux, et nous avons à l'époque 20 000 ou 25 000 adhérents. Pendant la guerre, les choses ne sont pas très heureuses. Les syndicats, vous voyez, comme patronaux sont interdits, sont suspendus, sont créés les comités d'organisation, et après la guerre, nos organisations patronales reprennent tous leurs droits, toute leur souveraineté, et rendent d'immenses services, peu de gens le savent, à la France, à la reconstruction, puisqu'elles sont chargées, ces organisations patronales, de répartir ce qu'on appelait les bons matières, c'est-à-dire les matières premières, réguler la main-d'œuvre pour éviter que ce soit les plus forts et les plus riches qui ramassent le béton, la brique, le plomb, le cuivre. Et ces organisations ont une mission de service public qui finit en 47-48, puisque la reconstruction se fait de façon plus harmonieuse. Les TP nous quittent en 1940 et créent leur fédération, puis est né chez nous en 48 le Conseil des professions, en 59 le Conseil de l'artisanat, le Conseil des régions en 75 le Conseil de la sous-traitance. En 98, la FNB, Fédération nationale, devient Fédération française du bâtiment. Puis en 99, nous sommes tous tatoués, nous sommes certifiés ISO 9001, et la seule organisation au monde à avoir cette certification à l'époque. On va pendant des années et des années bénéficier d'une croissance exceptionnelle, et entre 45 et 70, jusqu'au choc pétrolier, la Fédération du bâtiment se développe de façon exponentielle et crée tout autour d'elle des tonnes d'organisations. On a eu une compagnie d'assurance, la SMA BTP, l'auxiliaire, la CAMAC, on avait créé l'OPP BTP, on a créé l'OPQCB, devenu Calibat depuis. L'AFFB a participé à la création de l'UCB, de Socotec, on a créé une banque, c'était la banque corporative du bâtiment au début du XXe siècle. Et puis les caisses de congé en 1936, du coup, la FFB a autour d'elle quasiment un empire d'institutions créées par nos anciens, à qui il faut toujours rendre hommage. Il ne faut pas oublier que tout a été créé par des entrepreneurs bénévoles qui avaient décidé de mettre leur intelligence en commun pour mettre en place ce qui fait aujourd'hui notre secteur d'activité. Et dans les années 80, les chocs pétroliers nous ont mis à genoux, il a fallu faire une gigantesque restructuration. La Fédération du bâtiment au siège avait en gros 650 salariés, aujourd'hui on est 150, donc une mesure d'amaigrissement considérable. Nous sommes passés de 30 000 adhérents à 57 000, et puis depuis la crise de 2008, nous avons aujourd'hui 57 000 entreprises, 50 000 adhérents. Nos valeurs sont toujours les mêmes depuis des décennies et des décennies. Nous sommes le principal porte-parole de la profession. Nous assurons la promotion des valeurs entrepreneuriales et patronales. Nous défendons bien entendu la libre entreprise, la transmission du savoir, le profit galvaudé dans notre pays. Nous développons aussi nos valeurs autour de l'artisanat, richesse de notre fédération, parce que beaucoup des artisans sont les PME de demain. Et puis nous défendons aussi, ça va vous faire sourire aujourd'hui, le paritarisme. Allez, on va dire un peu de mal, parce que ça fait du bien.
c'est vrai qu'ils ne sont pas très représentatifs chez nous. Ils font 2% des salariés, 2%. Ils sont 5 pour se partager 2% des salariés. Mais on a besoin du paritarisme, d'un vrai dialogue social. Et je vais vous expliquer pourquoi ce dialogue social ne marche pas dans quelques minutes. On a besoin du paritarisme, on le voit dans la formation, dans la retraite, dans la prévoyance, dans le 1%, dans la médecine du travail. Ça marche. Ça marche chez nous en tout cas. On signe des accords sans trop de difficultés. Il n'y a qu'un syndicat qui ne signe pas. Ils ne peuvent pas être à la fois dans la rue et puis autour des tables de négociation. Mais globalement, nous avons une bonne image parce que nos fédérations régionales ou nationales signent des accords salariaux, des accords de formation, et on peut être fier de la construction opérée par ce paritarisme. Aujourd'hui, je vous ai dit, 50 000 entreprises, nous avons dans nos rangs le plus grand mondial, et puis le plus petit mondial, c'est l'artisan travaillant seul à Sens. Nous avons 4 majors, qui représentent 10% du chiffre d'affaires, 8% des effectifs salariés du bâtiment, moins de 5% des cotisations de la FFB, donc on n'est pas du tout dépendant du poids de ces grandes entreprises, et 3% des administrateurs de la FFB. C'est quoi un administrateur? C'est un membre du conseil d'administration dont la première mesure, la première fonction est d'élire le président de la FFB. On voit que le président de la FFB est élu par des patrons de PME et pas par le poids des grandes entreprises. Et nous avons d'excellentes relations avec les majors, d'autant que nous ne dépendons pas financièrement de leurs cotisations. Alors qu'à la FNTP, notre fédération sœur, les 3 premiers majors représentent 40% des cotisations et les 12 premiers, 60% des cotisations. Nous adhérons, je vous l'ai dit, au MEDEF et à la CGPME et nous n'entendons pas choisir entre les deux parce que nous sommes garants du respect et du pluralisme syndical. Le MEDEF, en gros, pour vous donner une idée, a à peu près 80 organisations professionnelles d'adhérents, dont les plus importantes sont l'UIMM, la FFB, la FNTP, les banques, les assurances, le textile, la plasturgie, la réparation automobile et la propreté. De nombreuses branches sont mixtes et appartiennent à la CGPME. La CGPME a probablement 200 organisations plus petites. Et on retrouve des organisations mixtes entre CGPME, MEDEF, UIMM à nouveau, plasturgie, FNB, FNTP, réparation automobile, propreté et industrie. Les mandataires de la FFB, qui viennent indistinctement, indifféremment du MEDEF et de la CGPME, représentent souvent l'une ou l'autre de ces organisations et assurent des mandats dans tous les domaines. Nos missions sont simples à la FFB. La première mission, et c'est ce que fait la Fédération de Lyon, avec beaucoup de talent, c'est informer et défendre ses adhérents. On est obligé de faire de gros efforts d'information et de défense parce que vous n'avez pas choisi comme métier dirigeant de faire du droit. Or, aujourd'hui, nous avons en France 12 000 lois, 22 000 directives européennes, 400 000 textes réglementaires, un code du travail complètement délirant. Allez, celui qui me donne le nombre de pages du code du travail, édition 2015, gagne la voiture, en 3 secondes, hein, gagne la voiture de Delphine, désolé Delphine. Nombre de pages du code du travail? Combien? 4500. Aïe, 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 donnez-moi votre clé, votre carte grise, elle vient de gagner votre poubelle. Vous étiez pas loin. Et puis, je pense que vous aurez raison dans peu de temps. Le nombre de pages de code du travail, c'est aujourd'hui 3551 pages. Non, parce que la loi MEC, vous savez, cette formidable loi qui est actuellement en discussion, c'est 225 pages supplémentaires. La loi fait 225 pages, sachez-le. Et la loi Macron, qui n'est pas encore intégrée, c'est pas loin de 200 pages. Donc on va en prendre 400, on va atteindre les 4000 dans peu de temps. Et on a beaucoup de chance parce que dans ce pays, avec ces intellectuels qui nous gouvernent dans le monde du football, on n'a plus aucune chance d'être champion du monde de football, ça c'est sûr. Mais il y a un titre qu'on ne nous volera pas, c'est le titre de champion du monde de la réglementation. Code des impôts, 36 000 articles, 20% de modifications tous les ans. Ça, c'est intéressant, la stabilité fiscale. Alors, tout cela pour vous dire que la mission d'information est considérable et la mission de défense nous conduit à faire, grosso modo, 250 000 consultations par an dans le réseau pour défendre nos entreprises, ce qui place la FFB comme le premier cabinet de conseil de France. Deuxième mission, animer le réseau communiqué, ce que vous faites à travers toutes vos manifestations. Troisième mission très importante, influencer, peser sur toutes les décisions qui, de près ou de loin, concernent nos entreprises. Et nous aurons en 2017 l'occasion de peser sur les débats aux élections présidentielles et législatives.
Alors j'en viens au point important, les ressources. La FFB, et il faut le savoir, il faut le dire haut et fort, et toutes ces structures, et vous l'avez vu dans la partie statutaire avec le budget que présentait tout à l'heure Delphine, la FFB ne vit que de ses cotisations et revendique une indépendance financière totale. Ici, un adhérent, les adhérents dans cette salle sont d'abord des clients. Et quand un client n'est pas satisfait, il quitte l'organisation, il arrête de payer. C'est un drame pour chacun d'entre nous. Il faut satisfaire nos clients, comme vous le faites vous dans vos entreprises avec vos propres clients. D'autres fédérations sont indépendantes, je vais les citer rapidement, il y en a 2 ou 3. Il y a les travaux publics, il y a la FIEC, Fédération des industries électriques, qui sont indépendants de tout financement externe. Mais ce n'est pas le cas des autres branches. La plupart des branches sont financées par des prélèvements. Alors on va d'abord commencer, même si ça doit fâcher quelques personnalités au premier rang, par les partis politiques, qui sont en grande partie financés par l'impôt et plus suffisamment par les adhérents. C'est un problème. C'est le divorce rapide entre la population et ses partis politiques. Et puis les syndicats ouvriers, dont les budgets sont publiés au journal officiel et qui montrent qu'il n'y a plus maintenant que 25% ou 30% de cotisation dans leur budget. C'est un vrai problème. Le divorce entre les salariés de ce pays et leurs syndicats vient essentiellement de l'absence de cotisants. Quand on n'a plus de cotisants et qu'on a des financements récurrents et captifs, eh bien on ne s'intéresse plus au problème des adhérents. Mais il faut avoir l'honnêteté de dire que ça ne se limite pas aux syndicats. Alors pour vous donner un chiffre, la CGT, mes amis, a touché en 2014 la bagatelle de 124 millions de subventions. Bon, c'est une bricole. Mais le patronat n'est pas en reste. Le monde patronal est aussi touché par la grâce, enfin par le fric. Les branches, je vous l'ai dit, pour beaucoup d'entre elles, touchent des prélèvements obligatoires. Dans notre organisation, dans notre monde bâtiment, ce que la FFB a toujours refusé à l'unanimité de nos élus, c'est un fameux 005 qui fait l'objet d'un accord social entre les syndicats ouvriers et notre concurrent que je ne cite jamais. Je ne vais pas faire de pub. Eh bien, ils se partagent 3 millions d'euros tous les ans. Et c'est de l'argent prélevé sur la masse salariale des entreprises artisanales pour financer le pseudo-dialogue social. Comme si, pour financer le dialogue social, il fallait d'abord de l'argent. Moi, je dis qu'il faut d'abord des bonnes volontés, et chez nous, il faut d'abord des bénévoles. Et puis, comme ça ne suffisait pas, notre concurrent a créé une structure interprofessionnelle qui s'appelle l'UPA, l'Union professionnelle artisanale, qui est une interprofessionnelle aux côtés du MEDEF et de la CGT même, on n'adhère pas. Et là, ils ont fait un accord social, toujours avec les mêmes syndicats, qui ont faim. Et eux, puis là, c'est plus 0,05, c'est 0,15. Là, c'est beaucoup de fric, et puis qui va redescendre en pluie sur les composants. Et puis comme ça ne suffit pas, le gouvernement a accepté, après des discussions avec patronat et syndicats, ils ont accepté une charge supplémentaire que vous n'avez pas vraiment regardée sur vos feuilles le 1er janvier 2015, de 0,16%. 0,16% pour financer quoi? Eh bien, le dialogue social. Et tout le monde dans cette salle paye le 0,16 sur les feuilles de charge de l'URSSAF. Et pour les artisans double peine, ils payent le 0,15 et 0,016. Et puis le jour où il y aura besoin d'un peu plus de fric, on tourne le bouton, on passera à 0,20, puis après à 0,30. Et puis plus on va augmenter ces sommes, et moins on aura besoin d'adhérents. Et moins on aura besoin d'adhérents cotisants, et plus nos organisations seront loin des préoccupations des entreprises. Et la FFB refuse, comme d'autres, de manger de ce pain-là. Nous voulons l'indépendance. Nous souhaiterions aussi que tous nos partenaires, syndicaux et patronaux, aient la même philosophie. Il faut revenir à l'indépendance financière. Seule l'indépendance financière nous fera revenir aux fondamentaux du syndicalisme, c'est-à-dire défendre les intérêts matériels et moraux de nos membres. Faute de quoi, des mouvements populistes finiront par naître partout, comme on l'a vu en Bretagne avec les bonnets rouges, les pendus à Montpellier, les pigeons, les autruches, les je sais pas quoi, les serins. Il faut faire attention parce que ces mouvements peuvent prendre beaucoup d'importance si les corps intermédiaires que nous représentons ne sont pas capables de canaliser les énergies et de formaliser les propositions réalistes, sérieuses. Ne laissons pas des mouvements incontrôlables
prendre la place des organisations professionnelles. Mais c'est tellement facile tous les ans de recevoir de l'argent sans avoir à aller le chercher. Vous, chef d'entreprise, je pense que vous adoreriez recevoir comme ça plein de fric sans avoir à vous soucier de la qualité de vos travaux avec vos clients. Alors, nous sommes attaqués de tous les côtés, il faut bien le reconnaître. Certains, d'ailleurs, élus politiques de haut niveau, attaquent les corps intermédiaires et souhaitent supprimer les corps intermédiaires, ou en tout cas réduire leur influence. Pourtant, je crois que la France a besoin de ce dialogue social. Nous, dans le bâtiment, on a prouvé depuis des décennies que le dialogue social et le paritarisme étaient une bonne solution pour trouver des solutions équilibrées dans les entreprises, sur la retraite, sur la prévoyance, sur la médecine du travail, sur la formation. Mais on le sait bien, le premier syndicaliste dans l'entreprise, c'est le chef d'entreprise ou son conjoint. Quand un salarié a des soucis, il ne va pas voir la CGT, ni les commissions régionales qui ont été créées à cet effet. Il file voir son patron pour dire « j'ai un souci, j'ai besoin de plus de sous, d'une camionnette, d'un peu de matériel, j'ai un gamin en difficulté ». Et le bâtiment est quand même, les entreprises de bâtiment sont les premières à prendre des jeunes en difficulté et à insérer et à intégrer. Et dans des moments aussi importants que ceux que nous vivons, ce lien humain n'existe que dans des organisations comme les nôtres. Alors, les interpros nous rendent service. D'abord, on a beaucoup de liens. On a évidemment des liens évidents avec la FNTP, puisque ce sont nos cousins et que beaucoup d'entreprises sont mixtes, bâtiments et travaux publics. On a beaucoup de liens avec la métallurgie, on est obligé de le faire, c'est quand même vos clients. Avec la FNSEA, parce que vous avez des racines communes avec les agriculteurs durs au métier, vous connaissez les intempéries, ce sont les racines culturelles de notre pays. FNSEA est bâtisseur de cathédrales, donc nos liens sont historiques avec la FNSEA. Mais on voit aussi la chimie, le nettoyage, la réparation automobile, l'intérim, les banques, les assurances, et nous avons des échanges fréquents avec le MEDEF comme avec la CGPME. Nous nous battons pour avoir des actions communes. Un patronat uni est un patronat intelligent et fort. Et chaque fois qu'on arrive à unir les interprofessionnels ou les branches, nous arrivons à faire passer nos propositions de façon intelligente. Quand on va en ordre dispersé, tous les pouvoirs d'ordre divisés pour régner. Et puis nous avons des mandats grâce à ces interpros que sont les CCI, dans les CCI, les chambres de commerce, les chambres de métiers, les prud'hommes, les tribunaux de commerce, l'URSSAF, l'assurance maladie, l'AGS, le 1% de la GIAC-LARCO. Nous avons même beaucoup de mandataires au MEDEF, dans cette salle, mais ailleurs, dans toutes les fédérations départementales. Nous avons des élus impliqués dans les MEDEF départementaux ou régionaux. CGPME, c'est un peu la même chose. Nous avons même un ancien vice-président de la fédération à la tête de la CGPME, François Asselin, qui est l'un des meilleurs syndicalistes contre la pénibilité. Il a été bien formé à la Fédération du bâtiment. Et puis nous nous battons pour faire baisser les charges, pour défendre le CICE, pour défendre un certain nombre de mesures qui ne relèvent pas du seul secteur du BTP, mais qui relèvent de l'interpro. C'est un combat qu'il faut mener tous ensemble. Alors, après vous avoir donné ces quelques valeurs et nos inquiétudes sur le financement, parce que c'est le financement qui crée l'indépendance. Quelle est la situation actuelle? Je sais que Delphine va nous le rappeler dans quelques minutes. On vit une crise effrayante depuis 2008. On a perdu 22-23% de chiffre d'affaires. Je crains que dans Lyon, le chiffre soit beaucoup plus important. On a perdu 135 000 emplois, 12% de notre effectif. Vous voyez, le décalage entre le chiffre d'affaires et l'emploi prouve qu'il y a encore dans les entreprises probablement un peu de sureffectif qui explique que des entreprises continuent à tomber. L'apprentissage s'est effondré. Nous avions 100 000 apprentis en 2008, plus que 60 000 aujourd'hui. C'est un tableau très sombre. Sureffectif, prix anormalement bas, qui ne se redresse pas, difficulté de trésorerie, délai de paiement, concurrence déloyale avec l'auto-entrepreneur et le détachement frauduleux, perte de confiance, nos concitoyens n'ont plus confiance dans leur avenir, dans leur emploi, dans les projets français, dans les déficits, dans les impôts, et l'investissement évidemment souffre. Et on voit bien les collectivités locales aujourd'hui réduire leurs investissements parce que les transferts de responsabilités font qu'aujourd'hui elles ne disposent plus de moyens et que le moyen le plus simple c'est de supprimer une partie des investissements. Mais l'optimisme est quand même possible. Les entreprises, notamment les entreprises de bâtiment, sont combatives. Et s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de notre échange, c'est l'espoir et la fierté. D'abord, je pense que vous avez tous, même dans Lyon et même en Bourgogne, où vous êtes une région particulièrement sinistrée, vous avez tout fait pour garder vos effectifs. Parce que vous savez que le jour de la reprise, on aura besoin de ces bonnes volontés, de ces compétences,
et qu'un départ de salarié ne se récupère jamais au moment de la reprise. Bon, vous vous êtes adapté. Il y a des signaux positifs. Le bâtiment est quand même l'un des très rares secteurs à avoir obtenu des gouvernements successifs de bonnes mesures. Dans le logement social, on a obtenu le maintien de la TVA à 5,5. Sur la rénovation énergétique, on a obtenu aussi une TVA à 5,5. Ne l'oubliez jamais. On a obtenu le CITE, Crédit d'impôt transition énergétique, qui permet de dire je fais 2 fenêtres, la 3e est gratuite. Je veux dire, ça a l'air de rien. Ce sont des mesures un peu coûteuses pour le budget, mais formidables pour la relance de l'activité et éventuellement la création d'emplois. Nous avons obtenu le Pinel. L'investissement est une bonne chose. Le Pinel n'est pas trop généreux, moins généreux que le cellier, et a permis depuis quelque temps de faire redémarrer les programmes. Nous avons permis la relance de l'accession avec le doublement du PTZ, du prêt à taux zéro, qui devrait permettre là aussi de booster le logement neuf. Et nous avons également l'ancien avec travaux, qui est maintenant frappé par ce PTZ. L'éco-prêt, et puis le CICE, qu'il faut défendre. Le CICE a permis probablement à 15 ou 20% de nos entreprises d'éviter d'avoir, notamment l'année dernière, des bilans épouvantables. Alors je ne dis pas que c'est la bonne solution, mais en attendant, ce sont des sommes importantes qui ont permis aux entreprises d'éviter l'effondrement. J'espère que dans les années qui viennent, ce CICE va se transformer en une véritable baisse de charge qui favorisera la compétitivité. L'optimisme est possible cette année et l'année prochaine. Les besoins sont considérables. Les taux d'intérêt restent extrêmement faibles, historiquement faibles. La reprise est faible, mais elle est perceptible, les choses bougent. Alors, je sais que quand on dit au plan national, la reprise d'activité est possible, on la sent, les constructeurs de zones duelles, les promoteurs nous disent « j'ai signé ». Ben oui, mais on sait qu'entre la signature d'un programme ou une vente de maisons individuelles et les travaux, il va s'écouler 200 jours. Et c'est long 200 jours quand on n'a pas assez de travail. Dans le logement neuf, nous avons de vrais signes de reprise et les chiffres de 2016 devraient être assez bons. Ben, on a vraiment de gros dossiers assez désastreux pour nous. D'abord, la pénibilité. Ce texte, qu'il ne faut pas imputer au seul gouvernement actuel, qui est issu de la loi Bertrand de 2010, est une catastrophe. Alors, personne ne conteste qu'à un certain âge, certains salariés fatigués doivent sortir du système. C'est parfaitement reconnu et je pense que toutes les entreprises dans cette salle disent le fait de laisser certains, des carreleurs ou des bancheurs sortir, serrer des manches à 65 ans, c'est sûrement pas la solution. Mais en revanche, avoir créé, avec la réforme de 2013 cette fois, un régime spécial de retraite, c'est une aberration. On a eu beaucoup de chance d'avoir été écoutés, d'ailleurs un peu grâce à un Bourguignon. Je crois que vous avez eu un ministre du Travail, maire de Dijon, qui nous a écoutés, il faut le dire. Il nous a écoutés, il a écouté le président de la CGPME, qui est particulièrement agressif, l'ancien président de la FFB, qu'il connaissait bien, Christian Baffy, puis notre actuel président de la FFB. Et ces 3 hommes du bâtiment l'ont vraiment harcelé, avec un peu de chablis, pour faire supprimer la fiche individuelle pénibilité, qui est une aberration. Jacques Chanu, votre président national, a rencontré plusieurs fois le président de la République, qui disait à chaque fois « je sais, c'est impraticable ». Mais pour une fois, l'intelligence a emporté, on a supprimé cette fiche individuelle démente que chacun d'entre vous aurait dû remplir pour chaque ouvrier, sur chaque chantier, et quasiment toutes les semaines, pour calculer le compte pénibilité du salarié, avec des risques contentieux, avec de la paperasse. Ça aurait coûté 360 millions, rien que d'établir ces fiches, tous les ans. Elle a été supprimée. On s'est dit, ça y est, là, cette fois, l'intelligence est revenue. Ben non, l'administration a repris la main sur le système, et on a les 10 facteurs appliqués. Il y en a déjà 4 qui sont appliqués, ça vaut surtout pour l'industrie, puis nous, on en a 6 qui doivent arriver le 1er juillet prochain. C'est impraticable. On n'a pas réussi à faire des modes d'emploi, et c'est pas faute d'être feignant, on essaye, mais mieux que le Kamasutra, il y a 2500 positions dans le bâtiment. Et il faut, pour chaque salarié, savoir ce qu'un peintre, par exemple, a fait. Est-ce qu'il a peint les plinthes aujourd'hui? Est-ce qu'il a fait une porte? Est-ce qu'il a fait un plafond? Est-ce qu'il a porté un pot de peinture de 20 kg le matin? Mais comme il a peint, ben, il fait plus de 12 kg. Donc il faut calculer le nombre de temps où il était au-dessus de 15 kg. Et tout est comme ça. Et c'est absurde. Et la tentation de tout chef d'entreprise qui n'a pas envie de s'embêter avec ce genre de choses, c'est de dire je vais mettre tout mon personnel sur le compte pénibilité, ça fait 80 à 85% de l'effectif. C'est un régime de retraite spécial, absurde, coûteux,
inefficace, qu'on nous reprochera dans 20 ou 30 ans, vu le coût et la bêtise de ce genre de système. Alors qu'est-ce qu'on a demandé? D'abord, on se bat, comme la CGPME et la FNSEA, pour qu'il y ait un report de l'application de la mesure, parce qu'on est incapable de la mettre en œuvre au 1er juillet prochain, et puis qu'on espère qu'en 2017, d'autres intelligences nous permettront éventuellement, non pas de supprimer le compte pénibilité, mais de l'améliorer. Puis deuxièmement, nous demandons ce que la FFB est seule à avoir toujours demandé, un filtre médical, individuel, salarié pour salarié, pour tenir compte de la santé et de l'organisme de chacun. Vous avez tous dans vos entreprises des gens qui jouent au rugby le samedi et le dimanche, le lundi ils ne sont pas très frais, et c'est pour l'entreprise la pénibilité, on va dire c'est à cause du métier, on ne dira jamais que c'est à cause du sport. Bon, et je crois qu'il faut ce filtre individuel pour identifier ceux de nos compagnons qui sont plus fatigués que d'autres et qui doivent bénéficier d'un régime de retraite, peut-être même avant 58 ans, peut-être avant s'il le faut. C'est un dossier très grave, extrêmement grave, qui va coûter cher, qui est très complexe et qui nécessite une mobilisation de tous les instants. Sachez que vos élus départementaux, régionaux et nationaux sont sur le pont en permanence pour essayer encore de modifier l'application du compte pénibilité. Évidemment, le deuxième sujet sur lequel nous nous battons, c'est les prix anormalement bas. C'est le développement du marché. Il faut que le marché se développe, mais à des prix meilleurs. Et nous avons la chance que beaucoup d'élus qui ont pris conscience des prix anormalement bas acceptent de signer des chartes contre les offres anormalement basses qui permettent, dans un certain nombre de cas, dans les appels d'offres, d'améliorer la sélection des offres. Nous avons également un combat difficile, là encore mené par tout le réseau. La puissance de cette FFB, c'est son réseau. C'est la lutte contre le détachement frauduleux. Alors, détachement frauduleux, c'est quoi? C'est ces travailleurs européens qui viennent en France sous forme soit par l'intérim, soit par la sous-traitance, soit en direct, et qui interviennent sur les chantiers. Alors, le détachement, c'est parfaitement légal. On n'a pas à critiquer la règle du détachement. Mais le détachement l'est un peu moins quand on n'applique pas les salaires minimums. Et puis je voudrais balayer une chose tout de suite. L'Europe n'y est pour rien. Ce n'est pas l'Europe qui est responsable. Il y a une directive de détachement qui n'est pas idiote. Sa transposition prévoit clairement qu'on doit payer les salariés détachés au salaire minimum. Ils doivent faire les mêmes horaires que les autres. Ils doivent être hébergés, pas dans des camions ou sur les chantiers. Ils doivent respecter les formations obligatoires, les conditions de travail, les primes et la sécurité. Foutaise. Tout cela n'est pas respecté. Les prix sont à 15 € de l'heure, quelquefois on voit moins. Les horaires passent de 35 à 70 heures, donc le 15 € se transforme en 7,50 €. On voit des choses absolument innommables avec des salariés étrangers qui dorment dans des camions sur les chantiers, ou qui dorment carrément sur les chantiers. Il n'y a évidemment pas de prime de panier, il n'y a pas de sécurité, aucun d'eux n'est formé à la sécurité. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs ne parlant pas le français, sont incapables d'intégrer toutes les règles de fonctionnement du chantier. Un homme me disait l'autre jour sur un chantier qu'il avait 37 nationalités différentes et quasiment pas de communication possible avec ces différents travailleurs. Les choses importantes, ils travaillent bien, alors qu'on ne vienne pas nous accuser chez nous de vouloir chasser les étrangers ou de xénophobie. Le bâtiment n'a aucune leçon à recevoir, c'est le secteur d'activité qui, depuis un siècle, a intégré et accueilli le plus grand nombre de travailleurs européens ou non européens qui ont construit notre pays. Et je pense qu'on a tous un très grand respect pour ce qu'ils ont fait dans notre pays. Mais là, le problème, c'est la fraude. C'est pas tolérable, la fraude. C'est en train de tuer notre modèle économique et social. Alors, on a obtenu, et les parlementaires ont fait un gros travail pour nous aider. Nous avons une législation extrêmement répressive. Nous avons maintenant obtenu, dans la loi Macron, la carte d'identité professionnelle sur les chantiers qui permettra à tout chef d'entreprise de vérifier si les salariés de son sous-traitant sont bien déclarés, c'est déjà pas si mal que ça, mais il faut des contrôles. Et nous avons obtenu des contrôles, puisque maintenant nous avons 1500 contrôles par mois, là où il y en avait 300. Il faut vraiment faire en sorte d'éradiquer la fraude au détachement qui va tuer notre modèle économique et social si rien n'est fait. Je vous rappelle que nous avions 100 000 apprentis, il y en a plus de 60 000 aujourd'hui. Je ne vais pas dire que c'est le problème du travailleur détaché, mais ça y participe grandement. La concurrence déloyale décourage les bonnes volontés chez nous. Et puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on continue avec les contraintes sur les entreprises, et notamment l'amiante, la pénibilité, toutes ces mesures qui sont extrêmement compliquées, la seule solution pour les entreprises d'échapper à ces contraintes,
c'est de les sous-traiter, de les externaliser à la main-d'œuvre détachée. C'est pas ce que nous voulons, ça fait pas partie de nos valeurs. Et puis il faut simplifier le code du travail. On l'a vu, rapidement, on passera à 4000 ou 4500 pages, vous pourrez ainsi récupérer votre voiture. Il faudra régler le problème des seuils, moins de 10. Pardon ? Ah, vous en aurez peut-être deux, alors, si ça vous va. Il faudra régler le problème des seuils, les moins de 10, les moins de 20, les moins de 50, les moins de 250. Tout cela est absurde, c'est un frein à l'emploi. À chaque fois, on nous le promet, et puis ça disparaît des textes. Simplifier la fiscalité, remettre à plat la fiscalité, la stabiliser pour que les investisseurs n'aient pas l'impression qu'on change la règle du jeu toujours au milieu de la partie et simplifier les normes. Tout est fait pour que le bâtiment puisse repartir. Nous avons tous les éléments pour que ça reparte, sauf la complexité, sauf les inquiétudes sur l'avenir et sauf les contraintes qui se profilent. Et je crois qu'il faut avoir de l'optimisme. Tout nous permet d'être optimistes. 2016, 2017, peut-être le retour à la croissance, pas avec les grèves, pas avec les blocages de carburant qui ont déjà fait en région parisienne l'arrêt de quelques chantiers. Et si ça se poursuit, la semaine prochaine, c'est de très nombreux chantiers qui vont s'arrêter et les retards pris ne se rattraperont jamais. L'optimisme est possible. 2017 sera une année d'élection. Nous devons impérativement être présents dans le débat pour l'élection présidentielle, puis pour les élections législatives. Les entreprises doivent revenir au cœur du débat. Ce sont les entreprises qui créent l'activité, la richesse et l'emploi. Ce ne sont pas les employés. C'est le secteur marchand qui fera repartir notre économie. Ça n'est pas l'argent public. On a besoin de l'État, on a besoin des investissements publics, mais ce n'est pas là que se créera l'emploi. Nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de visibilité, nous avons besoin d'investissement. Et 2017 nous permettra, nous y travaillons déjà dans tous les départements, de proposer un recueil de propositions de tout ce que nous voulons faire appliquer. Pour vous rassurer, lors du début de la législature, nous avons présenté un recueil de 85 propositions, 62 d'entre elles sont déjà appliquées. Donc nous allons recommencer dès 2017 et nous ferons appliquer les propositions, nous les ferons aboutir. Il ne faut pas avoir peur de l'avenir. Une fédération aussi forte, aussi organisée, réussira à faire passer ses idées et participera au redressement économique et à la création d'emplois. Le bâtiment est un métier éternel. En avant le bâtiment.